Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vision Chine ou Aikolong Kanzongguo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Monsieur Paul Blanchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du cinéma chinois et vous travaillez dans la production et la distribution de programmes télévisés. C'est bien ça? Oui, spécialiste, c'est un bien grand mot, j'ai pas cette prétention, mais disons que je suis amateur en tout cas de du cinéma chinois et plus largement des rapports qu'il y a entre la France et la Chine dans le domaine culturel. Vous êtes amoureux de la culture chinoise. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous raconter votre parcours? Alors, par quoi commencer? En fait, moi, je suis né à Paris, 13e arrondissement. Déjà, c'était un premier point de départ sur le parcours que j'allais effectuer ensuite. Et par la suite, en fait, c'est important d'en parler pour exposer mon rapport avec la Chine. Je suis parti vivre à Tahiti quand j'avais 11 ans. Pendant 2 ans, et à Tahiti il y avait une forte communauté chinoise qui était très active pour promouvoir la culture chinoise. C'est là-bas que j'ai appris c'est là-bas que j'ai appris mon signe astrologique chinois. C'est là où j'ai découvert les premiers caractères chinois. C'est là où j'ai découvert les traditions folkloriques des Chinois, et c'était notamment permis par les associations des Hakka, la communauté Hakka, les Kejia, qui faisaient tout vraiment pour que la culture chinoise puisse être connue à Tahiti. Donc ça m'a beaucoup influencé, et en plus Tahiti, ça a été une expérience très importante pour moi parce que c'était vraiment à l'exact opposé de la Terre. C'était en quelle année? C'était en 1998. Je m'en rappelle parce que c'était la même année où on avait gagné la Coupe du Monde. Et ensuite, quand je suis revenu de France, en fait, ça m'a donné, j'étais pas très voyageur avant, et ça m'a donné le goût vraiment de la différence et du voyage. Et c'est pour ça que plus tard, en fait, ce qui était intéressant, c'était de découvrir des choses qui étaient vraiment très éloignées. J'ai gardé ce goût-là depuis ce voyage à Tahiti, et la petite touche des Hakka, de la communauté chinoise à Tahiti, m'a donné à un moment donné envie de découvrir la Chine. En plus de ça, ce qui était absolument fascinant, c'était donc déjà la dimension culturelle et intellectuelle, l'écriture totalement différente, de très beaux caractères qui consistaient vraiment à dessiner tout en écrivant des phrases. C'était quelque chose de passionnant. Et aussi à ce moment-là, le cinéma hongkongais commençait à être connu en France grâce notamment, je pense, à Wang Jiawei ou Wong Kar-wai. Et le premier coup de foudre culturel que j'ai eu, c'est vrai que c'est assez classique, mais c'était le film 2046. J'avais adoré ce film. Il y avait vraiment un rapport très sensuel au corps, à l'amour, à des sentiments, à différents types de sentiments humains qui me fascinaient. C'était totalement différent par rapport à ce que j'avais vu dans le cinéma européen. Et c'est le film qui a provoqué le déclic, le coup de cœur chez vous? Alors, il y a eu plusieurs petits déclics qui m'ont fait dire que je veux vraiment partir en Chine. Le premier, c'est 2046. Le deuxième c'était un blockbuster, mais quand même, ça avait joué un rôle, ça m'avait interpellé, c'était La Cité interdite de Zhang Yimou, et du même auteur, puisque j'ai découvert ce film alors que c'était un de ses premiers. Alors, après La Cité interdite, c'était Épouse et concubine, toujours avec Gong Li. Et enfin, là où j'ai eu un coup de cœur particulièrement, c'était toujours dans ce même registre sensuel au corps et aux sentiments humains, c'était The Green Snake de Tsui Hark, qui justement, pour moi, est le film où Maggie Cheung, l'actrice hongkongaise, s'illustre particulièrement. C'est que il y a vraiment comme ça raconte l'histoire des femmes mi-serpent, mi-homme qui à un moment donné sont descendues sur Terre pour essayer avec des différents objets dont j'ai oublié la signification. Et dans ce film, il y avait vraiment un rapport sur les sentiments humains et sur le corps, notamment une première scène très sensuelle qui se déroule dans une maison close avec des danseuses indiennes, qui m'avait particulièrement frappé.
Et après cette scène, je me rappelle, je me suis dit, je veux aller là-bas. Et Donc ça ça, m'a pas quitté. Donc, ça, c'est les 3 films que vous avez connus, découverts en France Oui. et qui vous ont donné envie de voyager par la suite en Chine. Oui. Alors, c'est au niveau des films. Est-ce que vous avez donc aussi des réalisateurs, des acteurs un petit peu particuliers que vous affectionnez particulièrement Moi, j'adore Tony Leung qui joue dans le film 2046, In the Mood for Love aussi. Oui. C'était un acteur qui avait une présence incroyable et un jeu très profond. J'aimais beaucoup Maggie Cheung aussi, parce que Maggie Cheung, je trouvais qu'elle avait justement un regard très intéressant et très différent en termes de beauté asiatique par rapport à la forme du visage, à la forme des yeux. Et je trouve qu'elle jouait très bien. Et j'aimais bien Gong Li. En fait, c'est relativement classique. Moi, je ne suis pas très original sur les acteurs. Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans le cinéma, dans ces films chinois? Alors, il y a des différences avec les films que vous connaissez américains ou en tout cas européens. Est-ce que c'est le fait qu'ils vous font voyager avec des paysages, c'est des paysans? Ou est-ce qu'il y a un autre aspect qui vous plaît beaucoup dans le cinéma? C'est pas que ce soit des paysans, encore que ça joue peut-être un rôle, mais c'est surtout que ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est vraiment c'est vraiment l'immersion dans un univers, même si cet univers parfois est ancré dans le réel. Ouais. Ce qui est intéressant vraiment, c'est de proposer une autre façon de vivre en fait dans la vie quotidienne. Et pour ça que vraiment j'aime beaucoup. D'abord les films de la nouvelle vague hongkongaise, taïwanaise. J'ai découvert plus tard Hu Xiaosen ou encore Tsai Ming-liang. Et également le cinéma indépendant de Jia Zhangke et d'autres réalisateurs. J'aime beaucoup aussi Luo Ye, avec notamment que j'ai découvert avec Une jeunesse chinoise. Tout était en fait une question de découvrir la façon dont, notamment les jeunes générations dont j'estime faire encore partie, j'avais 18 ans à l'époque, vivaient dans un monde qui était de plus en plus globalisé, mais où paradoxalement on n'avait pas beaucoup d'informations en dehors que notre propre pays, puisqu'en France on étudie essentiellement à l'école l'histoire des rois de France et de nos guerres à nous. On ne sait pas grand chose sur le monde extérieur, un peu l'Europe, et encore il faudrait voyager pour s'instruire. Je ne sais plus si tout à l'heure vous l'avez dit, le film 2046, comment est-ce que vous êtes tombé dessus? Comment vous l'avez découvert? Alors est-ce que c'est vraiment par hasard ou on vous a recommandé ce film? Ah non, c'est plutôt par hasard. C'était avec ma mère. On voulait aller au cinéma et ma mère qui n'aime pas du tout les films américains, comme on en a beaucoup, et il n'y avait pas vraiment de films français en programmation. On a vu ça, l'affiche donnait plutôt envie et on y est allé tout simplement, et on est sorti assez impressionné en sortant de la salle. Oui. Chamboulé. Après avoir découvert ces films, Monsieur Blanchard, vous êtes parti vivre 1 an en Chine, à Pékin. Vous avez appris le chinois et l'enseignement du théâtre en Chine. Tout à fait. Alors en fait, c'était fin 2008, début 2009, donc vraiment peu de temps avant le fameux coup de foudre que j'ai eu en regardant The Green Snake. Je suis parti donc environ 6 mois après pour apprendre le chinois en Chine, puisqu'en fait j'avais besoin de vivre une expérience immersive, si je peux utiliser le mot, pour apprendre le chinois, parce que c'est une langue qui est tellement difficile, qui nécessite en fait qu'on vive quelque chose avec la langue pour faciliter son apprentissage, parce que sinon ça devient abstrait très vite et on ne sait pas forcément pourquoi on apprend telle ou telle langue. Donc le chinois, ça me paraissait indispensable d'y aller pour pouvoir m'approprier les codes, vivre à la chinoise, pour apprendre le chinois, même si le résultat encore aujourd'hui me déçoit, mais c'était quand même une superbe expérience et je suis content. Et pourquoi avoir choisi le théâtre chinois? Alors il y a forcément un rapport entre le cinéma et le théâtre, mais pourquoi le théâtre Je m'étais inscrit après le bac dans une école de comédiens, l'école Jean Périmonie.
Et justement, j'ai découvert à ce moment-là qu'on s'intéressait encore une fois qu'à ce qui était essentiellement français, les répertoires, de type Molière, Jean de La Fontaine, Giraudoux ou encore Feydeau, enfin tout ce qui était certes très intéressant mais uniquement français. Et moi j'avais besoin d'international. Et on était déjà envahi par la culture américaine avec l'entertainment et tout ça. Donc le défi à ce moment-là dans le théâtre avait cet intérêt en fait de demander à la personne, au comédien, de s'oublier pour devenir un peu tout et rien à la fois. Donc c'est pour ça que le prisme du théâtre permettait en fait, il y avait une cohérence entre la démarche de comédien qui consistait vraiment à s'approprier des rôles autant que possible et celle de s'oublier totalement pour apprendre une nouvelle langue qui, pour le coup, n'avait rien à voir avec le français. Et est-ce que l'approche du théâtre en Chine, elle est totalement, radicalement différente de celle en France? Le théâtre chinois s'apparente un peu plus à l'opéra? Oui, absolument. En fait, c'est surtout de l'opéra quand on lit l'histoire de la Chine en termes de théâtre. C'est beaucoup d'acrobatie, c'est beaucoup de chants, c'est beaucoup d'allégories. Et ce qu'on appelle, nous, le théâtre en Europe à proprement parler, ça existe, j'ai l'impression, depuis à peu près le XXe siècle. Donc, par contre, effectivement, pour avoir été un temps à la Zhongyang Xueyuan, l'Académie centrale d'art dramatique de Pékin, pour avoir croisé pas mal d'apprentis comédiens là-bas, voilà, ils apprennent très vite. Je veux dire, le théâtre, ça peut s'apprendre vite quand on veut. Et à mon avis, il y a de très belles choses. Il y a de très belles choses dans les années qui viennent et dans les décennies qui viennent en Chine pour ça. Donc vous êtes rentré en France, vous avez donc par la suite, après vous avez continué les études, vous avez créé votre propre justement business peut-être. Est-ce que votre expérience de 1 an en Chine a directement eu un impact, une conséquence sur votre retour en France? De toute façon, la Chine, quand on vit une expérience assez longue là-bas, ça reste en soi tout le temps. Mais par contre, oui, je voulais toujours continuer à vivre cette expérience et à trouver dans ma vie un lien avec la Chine, puisque c'était, et plus largement l'Asie aussi, puisque là, quand je vivais en Chine, j'avais la possibilité, grâce aux compagnies low cost, de voyager dans les pays voisins, en Corée, en Mongolie ou au Japon et même en Asie du Sud-Est, où j'ai été très brièvement en Indonésie et en Thaïlande. Donc tout ça permettait vraiment de garder ce lien avec ce continent qui, à mon sens, est celui qui est le plus dynamique de la planète, en plus d'apporter des univers, des cultures, mais c'est aussi, à mon sens, le continent où il y a le plus d'énergie. Vous avez continué à étudier le théâtre, le cinéma en rentrant en France? Alors le théâtre, j'ai mis ça de côté malheureusement. J'espère m'y remettre un jour, même si j'ai toujours gardé un goût pour le théâtre. Mais le cinéma, oui, tout à fait. En fait, j'ai décidé de faire des écoles de commerce pour essayer en fait de comprendre économiquement comment la culture et le cinéma fonctionnaient. Car il ne s'agit pas seulement de créer, il s'agit aussi de se connaître les mécanismes financiers qui permettent la réalisation de celle-ci. Donc après, chacun se positionne sur l'échiquier. Mais moi, je voulais avant tout vraiment intégrer les différents paramètres pour pouvoir vivre dans ce pont entre la France et la Chine. Voilà. Et est-ce qu'il y a des histoires qui illustrent les liens qui existent entre la France et la Chine, des films qui portent... Alors des films, oui, c'est-à-dire que depuis 2010, il y a eu l'accord de coproduction franco-chinois, donc il y a eu quelques petits... il y a eu des petites expériences avant, mais notamment, je crois que le premier, ça s'appelait Le Cerf-Volant, la première coproduction franco-chinoise, c'était en 1960, 64, je ne sais plus. Et, mais bon, donc oui, la France, je crois, est le premier pays historique qui a pu coproduire avec la Chine, si je ne me trompe pas. Et sinon, donc oui, il y a eu Le Promeneur d'oiseaux, il y a eu Le Dernier Loup, série Ex-Model. Très bien. On va en parler justement. Oui. Vous venez de le dire. Oui. Je continue.
Vous avez travaillé en tant qu'assistant de production Oui, pour tout à cette fait. web série Ex-Model. Tout à fait. Pour cette expérience, vous avez travaillé avec une équipe chinoise, une équipe française. Le tournage a eu lieu entre la France et la Chine. Oui, tout à fait. Racontez-nous plus en détail cette expérience. Qu'avez-vous Alors, appris? oui, alors en fait, je venais de terminer mes études en master de école de commerce et à ce moment-là, j'ai fait une belle rencontre. J'ai rencontré l'actrice et productrice chinoise qui est française maintenant, enfin qui est franco-chinoise, on va dire, Sin Wang, qui à ce moment-là développait un projet de web-série avec la Chine, avec le premier hébergeur vidéo qui s'appelle Youku, qui est ce que la presse aime bien surnommer le YouTube chinois. Et en fait, c'était une série qui devait durer, donc c'était 10 épisodes de 5 minutes, qui devait durer, qui devait se dérouler en France. Et c'était une participation en fait à peu près à 50-50 et le réalisateur Emmanuel Sapolsky donc avait choisi Sin Wang comme actrice principale de ce projet. Et donc en fait elle m'a proposé à ce moment-là de devenir son assistante de production puisqu'elle cherchait quelqu'un qui parlait un peu chinois et qui en même temps était un petit peu axé cinéma et qui souhaitait faire carrière dans l'audiovisuel. Donc j'ai eu cette chance, cet honneur d'être l'assistant de production de ce projet que j'ai trouvé très intéressant et qui était une très belle expérience. Et qu'est-ce que vous avez appris justement des liens de travail qu'on peut avoir avec la Chine? Parce que la méthode de travail de tournage des équipes chinoises doit être peut-être différente des tournages en France. Alors est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais étudiant, j'avais rencontré des sortes d'agents qui proposaient de temps en temps de la figuration, des petits rôles en Chine. Et ce qui était marrant, c'était ils sont beaucoup trop nombreux pour moi. Il y a 5 personnes pour la lumière, il y a je ne sais pas combien de cadreurs. On est convoqué à 6h du matin alors qu'on commence à tourner à 12h, à midi. C'est très, voilà, c'est beaucoup plus dispersé, on va dire. Mais ce qui est bien, en tout cas, là où on se retrouve beaucoup plus facilement, c'est vraiment le côté le goût pour la rapidité, l'efficacité, et avec les dialogues, parce que ça, c'est une grande qualité que j'ai pu constater, c'est que avec les Chinois, on peut toujours dialoguer, expliquer, prendre le temps, et on finit par s'en sortir. Très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres choses dans la culture chinoise, hormis le théâtre, le cinéma, qui vous intéressent? Oui, tout, parce que la Chine, c'est un pays qui est fascinant. Voilà, le patrimoine, l'histoire de la Chine, c'est 5000 ans, la sculpture, la poterie, la peinture, la littérature aussi. J'aime beaucoup la littérature moderne chinoise. Bon, j'ai des amis qui sont encore plus spécialistes que moi sur le sujet, mais j'aime bien. Je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais c'est Chu Xiaolong, oui, pour Baguette chinoise ou encore d'autres livres que j'avais lus de lui. Je me rappelle même que j'avais lu un peu Au bord de l'eau, qui était un des piliers de la littérature traditionnelle chinoise, qui illustre vraiment un peu l'esprit chinois sous un angle sociologique. Que dire d'autre? Oui, un pays, c'est des gens avant tout, et quand on a eu des expériences humaines très belles avec des gens d'un pays, on est forcément attaché à eux. Donc oui, j'aime bien les Chinois, et quand on aime, c'est avec les défauts et les qualités, comme tout le monde. Ça a dû être très intense quand même. Vous êtes retourné depuis? Est-ce que vous êtes régulièrement en Chine? Oui, j'y retourne au moins une fois par an. J'espère plus à l'avenir. Et bien sûr que ce pays fait partie de ma vie et fait de plus en plus partie de la vie de gens en France, ne serait-ce parce que il y a de plus en plus de couples justement qui se forment franco-asiatiques grâce notamment aux échanges universitaires, aux échanges d'étudiants, grâce au fait qu'on voyage plus qu'avant, donc c'est merveilleux. Et au début de ma formation, j'adore Pékin maintenant, mais j'ai mis du temps à aimer cette ville, et à l'époque je me sentais pas bien. Et je voulais donc fructifier mon temps au maximum plutôt que de me renfermer en visitant la Chine, on va dire une semaine par
par mois. Et je m'étais lancé le défi à l'époque, encore une fois, parce que comme je ne lisais pas beaucoup les caractères, de partir au hasard, vu que dans la plupart des gares, il y a des écrans affichés avec le nom des villes, des destinations et l'heure. Donc j'ai choisi, je disais ça, je choisis telle ville là, j'aime bien le caractère, je le notais sur le papier, j'allais au guichet et je montrais C'était l'aventure. C'était l'aventure, oui. Je me rappelle même plus, je suis même plus trop sûr de me rappeler du nom de certaines villes où je suis allé, mais je me rappelle juste d'une, ce qui s'appelait Anshan, qui était dans le Long Bay, qui pour moi a été complètement waouh. J'avais l'impression d'être dans un village, dans une ville. Dans une autre planète, quoi. Mais bon, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et toujours, je voyageais donc dans les trains en troisième classe parce que c'était moins cher. Et c'était, malgré tout, bon, voilà, c'était vraiment l'occasion de vivre des expériences humaines. Vous avez fait de belles rencontres dans le train. Oui, oui, c'est toujours dans les endroits les plus improbables où on a l'impression, où on fait des belles rencontres et où il se passe des choses inattendues. Donc voilà, les trains faisaient partie de ça. Donc si on peut parler d'une chose qui m'a le plus marqué, c'est ça. Même serait-ce la façon dont on entre, où tout le monde se pousse, mais en même temps, tout le monde se respecte. C'est très particulier. On se pousse vraiment n'importe comment, mais en même temps, c'est pas agressif comme ça pourrait être en France. Donc c'est vraiment, je pense que les cours être dans le train en Chine, c'est le meilleur cours qu'on puisse avoir sur la culture chinoise. Et qu'est-ce que vous pensez des films d'arts martiaux? Parce que peut-être historiquement, c'est beaucoup ce qui a fait connaître un petit peu. C'est vrai, mais je pense qu'il faut passer à autre chose maintenant. C'est pour ça que maintenant, voilà, un des quelques clichés qu'on a sur les Asiatiques, c'est Bruce Lee. Donc c'est formidable. Hein. Et même, moi j'aime particulièrement Donnie Yen avec Ip Man, qui a pris un excellent relais, hein, l'histoire du maître de Bruce Lee. Ça permet de transmettre l'histoire du kung-fu, des arts martiaux chinois, la philosophie confucienne qui est rattachée aux arts martiaux. Ça c'est très bien. Mais il faut... Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan des arts martiaux et que le stade est à la diversification. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, les jeunes talents chinois, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, ça c'est incontestable, à mon avis, ont des pistes fascinantes à explorer. Ce qui est compliqué, bien entendu, c'est de trouver les sources de financement, parce que voilà, il y a des commandes précises pour chaque production, que ce soit surtout en Chine, hein, il faut répondre à des codes. Si on ne veut pas forcément répondre à ces codes, les sources de financement se trouvent ailleurs. Mais en tout cas, j'espère de tout mon cœur et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, que les jeunes talents chinois vont essayer de trouver des nouvelles solutions à mesure qu'ils s'exportent dans le monde entier. Et est-ce que actuellement dans les réalisateurs peut-être un peu moins connus, une nouvelle génération, des réalisateurs qui émergent, est-ce que certains commencent à se faire connaître alors en Chine petit à petit? Des noms qui vous viennent des jeunes réalisateurs, à ma connaissance, puisque c'est ceux qui s'exportent en Chine. C'est les connus. Hein, c'est les connus, voilà, tout à fait. Donc en dehors pour l'instant de Luc Besson et de quelques petites commandes, hein, je pense aussi au documentariste Charles Demeaux, ou comment il s'appelle, Polichon, Monsieur Polichon, celui qui avait fait l'inspecteur Gadget auparavant, qui travaille en Chine. Ou encore Emmanuel Benibi qui a produit Paris Je t'aime et qui essaye encore aujourd'hui un Shanghai Je t'aime, Shanghai I Love You. Pour l'instant, encore une fois, c'est une période de transition. Je sais que le réalisateur d'Ex-Model, Emmanuel Sapolsky, a récemment tourné un film en Chine, pour la Chine, donc on verra. Bon, très bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Mandarin TV, Paul Blanchard. Merci à vous de m'avoir invité. J'espère aussi que vous avez donné beaucoup d'idées de films à nos téléspectateurs. Je pense pas, mais en tout cas, j'espère que certains se sentiront d'une vocation. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission Vision Chine, Waikolun Kan Zhongguo avec Paul Blanchard.